Bla bla bla, ce podcast n'est consacré qu'à un but de divertissement, bla bla bla. N'utilisez pas cette émission comme révision pour partiel, bla bla bla. Finirez votre vie à McDo. Et on est à la 8ème émission, on le connaît ce message à la fin. Précédemment. Je m'appelle Tosaki, jeune étudiant en fac de cinéma qui a l'ambition absurde de devenir réalisateur. Et vous savez ce que je fais 100% du temps? Je reste assis dans un amphi. Hey Nick, tu m'as demandé? Oh, salut Toast. Ouais, rentre plus chaud. Enfin, ce n'est pas vraiment une machine à voyage dans le temps, pour en parler. Elle permet d'interagir, de parler avec le passé en projetant le contenu de la bobine sur un écran. Buster Keaton, Charlie Chaplin. C'est moi, Orson Welles. Alors les deux clowns muets, laissez la place. Vous n'êtes pas fait pour le cinéma, monsieur Kostaki. Je sais bien que je ne suis pas le professeur le plus passionnant de cette faculté, mais si vous n'arrivez pas à tenir 2 heures en amphi avec moi, ce n'est même pas la peine de rentrer dans le monde audiovisuel. Si lors de l'examen d'histoire du cinéma vous ne sortez pas une bonne copie, je ferai en sorte pour vous renvoyer. Chronobobine. Les maîtres du burlesque. Joseph Frank Keaton Jr., alias Buster Keaton. Charlie? L'homme au chapeau, t'es où? Je suis au fond. Mais qu'est-ce que tu fiches? On nous a appelés. Je m'en moque, je viens pas. Si c'est encore pour se faire interrompre par un abruti style « Oh là là, je suis un génie du cinéma, je squatte sur les autres », c'est même pas la peine. Attends Charlie, y a un problème. What? Ils sont où Tostaki et Nick? Damn, c'est vrai ça. La chronobobine n'a pas pu s'activer toute seule. Effectivement, vous avez vu juste, monsieur Chaplin. Alors c'était donc vrai. Les chronobobines existent bien. Qui êtes-vous? Dans le scénario, je suis noté comme le prof d'histoire. Donc on va continuer avec ce nom-là. There, tu vois Buster, qu'est-ce que je te disais? On se fait encore interrompre par un abruti bloody hell. Oh là là, je suis un professeur d'histoire et j'ai une voix de gros fourbe prétentieux. On dirait Eric Zemmour. D'ailleurs, si vous ne m'écoutez pas, j'aurais bien envie de faire comme lui en vous expulsant de votre chronobobine. Ah ouais? Et comment tu ferais, petit génie? J'ai beaucoup étudié les rumeurs et légendes urbaines sur ces objets. Alors croyez-moi, je sais comment ça marche. Il bluffe. Pas sûr. Si, il bluffe, ça se voit tout de suite. Il a pas l'air de bluffer quand même. Bah sinon on vote. On est que 2, idiot. Bon, c'est fini vos conneries. Tout ce que je demande, c'est que vous m'aidiez à écrire l'examen d'histoire du cinéma. Et pourquoi vous le faites pas vous-même? Pourquoi je m'ennuierais à travailler alors que des gens s'occuperaient du boulot à ma place? Alors j'ai mon dictaphone, vous parlez et rien d'autre. Et n'essayez pas de m'avoir avec de mauvaises données, je connais l'histoire. Fair enough. Réduit au rondantello qui fait les devoirs des autres. Super parcours, Joseph. Allez-y. Quand et où êtes-vous né? Le 4 octobre 1895 dans le Kansas. Et moi le 16 avril 1889 à London. D'accord, donc Monsieur Keaton commence et Monsieur Chaplin suit. Racontez-nous vos débuts. Mes parents étaient acteurs de cabaret et j'ai commencé à jouer sur scène avec eux à l'âge de 5 ans. On m'a surnommé Buster car j'étais un casse-cou, je bougeais beaucoup. J'ai fait quelques spectacles au théâtre qui m'ont permis de maîtriser ma gestuelle, mais à 22 ans, en 1917, j'ai préféré me lancer dans le cinéma. Très bien. Et vous, Monsieur Chaplin? Je suis né à Walworth, un quartier pauvre de Londres. Mon père était un artiste comique, ma mère une chanteuse et actrice d'opérette. Et j'ai fait mes premiers pas sur les planches à 5 ans. Mais ma vie de famille a vite dégénéré. Ne trouvant plus de travail, mon père est tombé dans l'alcoolisme et est mort d'une cirrhose du foie quand j'avais 7 ans. Mon frère a vite quitté le foyer pour aller à l'armée et je me suis retrouvé seul avec ma mère qui souffrait d'une maladie mentale. Et Buster, arrête avec cette fichue musique! Quoi? Tu voulais pas faire pleurer les auditeurs? Hell no, c'est mon histoire, je vais pas l'inventer! Comme tu veux, Rémi sans famille, moi j'essaye d'aider. Mon Dieu, qu'il est pénible. Plaignez-vous, tiens, moi je vis avec lui. Et qu'est-ce qui s'est passé après, Monsieur Chaplin? Ma mère perdait progressivement la voix, donc pour poursuivre, j'ai signé mon premier contrat de music hall à 9 ans en 1898. Les tournées et les galas se sont succédés jusqu'en 1912 quand les studios Keystone m'ont proposé de tourner à Hollywood, ce que j'ai accepté.
Et comment s'est passé le début de votre carrière au cinéma, monsieur Keaton ? Des années 20 à 30, j'ai réalisé une dizaine de films où j'ai joué mon personnage culte, un homme introverti qui ne rit jamais et constamment à la recherche de l'amour. Les gags des films étaient étudiés, la mise en scène simple et au service de l'humour, et je maîtrisais absolument tout dans mes films. La réalisation, le scénario, l'actorat... Péteuse! Princesse Sarah... Faut vraiment que t'arrêtes de regarder tes Japanese cartoons, tes animés, ça devient fatigant. Dans les films que j'ai faits, on peut retenir Sherlock Junior en 1924, La croisière du navigateur la même année, Le mécano de la Générale en 1927 et Steamboat Bill Jr. en 1928. D'accord, très bien. Et vous, monsieur Chaplin, comment se sont passés vos débuts dans le cinéma ? Eh bien, c'est en 1914 que j'ai créé le personnage de Charlot, un homme pauvre mais aux manières raffinées. À cause du mauvais travail des réalisateurs, j'ai décidé la même année de prendre en charge la réalisation de mes films. J'ai eu de plus en plus de succès et j'ai souvent changé de studio pour mes films. J'ai réalisé 19 films avec les studios Keystone en 14, 15 films pour les studios SNA entre 1915 et 1916 et 12 films pour Mutual entre 1916 et 1917. À la fin de mon contrat avec ce dernier studio, j'étais la célébrité la mieux payée du monde et en 1918, j'ai signé un contrat de distribution pour $1 million avec la First National qui me laissait la propriété des 8 films prévus. J'ai fait construire mon propre studio et j'ai réalisé entre autres Une vie de chien en 1918 et le très connu The Kid en 1921. Et c'est à ce moment-là, vers 1919, que les acteurs et les cinéastes se révolteront par rapport à leurs conditions de travail. J'ai quitté la First National en 1923 pour fonder la même année avec Douglas Fairbanks, Mary Pickford et David Griffith la société United Artists. Je suis resté dans ce studio jusqu'en 1952 et j'ai tourné mes plus grands films comme La ruée vers l'or en 1925. J'ai tenté au fil de mes comédies d'introduire du mélodrame et une critique sociale pour donner plus de consistance. Mais malheureusement, vous serez tous les deux victimes de l'arrivée du parlant au début des années 30. Surtout moi, Charlie s'en est pas trop mal sorti, mais personnellement c'était une catastrophe. Les producteurs ont essayé de me faire jouer dans du cinéma parlant, mais ma voix collait pas avec mon jeu, ça marchait plus comme avant. Alors comme mes films ne marchaient plus, j'ai perdu le contrôle de mon travail, je n'étais plus qu'un vulgaire pantin pour des comédies minables. J'ai alors plongé dans l'alcool et la dépression, et merci Charlie pour cette musique, ça rend la scène beaucoup mieux. Yes, you're right, c'est pas mal en fait. Et vous, monsieur Chaplin ? J'étais fermement contre, car le geste, la pantomime transmettait un message universel. Avec le parlant, la barrière des langues, l'audience était plus limitée. Et bon, ça signifiait aussi la fin de carrière de beaucoup de personnes, comme Griffith par exemple. Les Lumières de la Ville en 1931 s'étaient moqués de l'imperfection du parlant à l'époque. Mais avant tout, je voulais parler de choses qui me tenaient à cœur, comme le chômage et la misère sociale. C'est pourquoi j'ai réalisé Les Temps modernes en 1936. C'est l'un des derniers films muets de l'histoire d'ailleurs, mais aussi l'un de vos plus célèbres. God, que ta voix est agaçante! Mais tu as raison tout de même, et le film contenait quelques répliques parlées pour prouver que j'étais encore vivant. Mais encore plus que le chômage, j'étais apeuré par la montée des dictatures en Europe à cette époque. Et en 1940, j'ai réalisé Le Dictateur. J'avais pour intention d'y critiquer et de tourner en dérision Hitler et Mussolini, de montrer la violente menace qui se préparait. Le film a été évidemment interdit en Europe jusqu'en 1945. Parlez-nous de votre collaboration sur le film Les Feux de la Rampe, en 1952. Oui, il parlait de la fin de vie d'un clown à Londres. Et vers la fin du film, l'une des plus belles scènes, on a joué ensemble. J'étais un pianiste et lui un violoniste, mais ça ne se passe pas comme prévu car on a un problème avec nos partitions. Un grand moment de comédie où les spectateurs pouvaient ressentir notre amitié franche. C'est très homosexual, mais j'aime bien, merci l'ami. Et que s'est-il passé après Les Feux de la Rampe ? Eh bien, j'ai reçu un Oscar d'honneur en 1959 et j'ai participé à un épisode de la série La 4e dimension en 1961. Et je suis mort d'un cancer des poumons en 1966 à l'âge de 70 ans. On m'a enterré avec un chapelet et un jeu de cartes pour parer à toute éventualité. Pour ma part, en 1952, j'ai été victime du macartisme. On pensait que j'étais communiste, alors on a supprimé mon visa et j'ai dû m'installer en Suisse. J'ai tourné mon dernier film en 1967, La Comtesse de Hong Kong. J'ai eu un Oscar d'honneur pour ma carrière en 1972 et j'ai fini ma vie en Suisse le 25 décembre 1977 à l'âge de 88 ans. Et tu masques le fait que quelques mois plus tard, des gens ont dérobé ta dépouille pour exiger une rançon et qu'elle n'a été retrouvée que 3 mois après. Shut up. C'est bon, vous avez tout ce qu'il vous faut ? Ce sera suffisant. Je pourrais faire un examen intéressant. Je vais pouvoir vous laisser tranquille. Merci, mon Dieu ! Mais à une seule condition. Encore ? Je veux que quand Monsieur Tostaki vous interrogera, vous lui donniez de fausses informations. Pardon ? Attendez, vous voulez le faire échouer ? Mais pourquoi ? J'en ai envie. Il n'a jamais été fait pour le cinéma. On refuse, il nous a rien fait. Oui, mais n'oubliez pas que je peux détruire votre chronobobine. Je sais qu'elle est pour vous l'unique moyen de rester immortel, comme les films. À vous de voir, vous avez le choix entre la vie ou une deuxième mort. Bonne soirée. Bollocks.
Chronobobine. Rendez-vous dans 2 semaines, même radio, même heure.